Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal au sommaire. Visite de travail du sous-secrétaire général de l'ONU et directeur exécutif d'ONU Habitat, Juan Claude, dans sa mallette, a une invitation pour le Cameroun à participer à la conférence mondiale Habitat 3 qui se déroulera du 17 au 20 octobre 2016 à Quito en Équateur. Santé, capitalisation des formations sur la lutte contre la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH et de l'épuisement professionnel des personnels soignants, une initiative de la synergie des sciences sociales et humaines afin de sensibiliser l'opinion publique sur ces différents cas de maladie. Une fois de plus, bienvenue au journal. La police a empêché les membres du Manidem de distribuer des journaux sous forme de tracts aux riverains du quartier d'Edo hier mercredi. Dieudonné Yebga, Anissé Kane et les autres étaient dans la continuité de l'appel lancé le 2 février dernier vis-à-vis du président de la République à ne pas se présenter comme candidat à la prochaine élection présidentielle au Cameroun. Le reportage de Jerry Eba et Josué Gonga. Nous sommes au rond-point d'Eido à Douala ce mercredi 17 février 2016. Un homme, pas un pasteur ni un adepte des églises de réveil qui ont pignon sur rue avec une communication de proximité, voire agressive. Non, cet homme c'est Anissé Kane du Manidem. Il distribue aux passants le journal de son parti, le Manidem. Quelques minutes plus tard, il est rejoint par le président Dieudonné Yebga et quelques membres du collectif des Patriotes. Les distributeurs de journaux, le temps d'un après-midi, s'activent jusqu'au moment où atterrissent les éléments de l'ESIR et une cohorte de commissaires et d'officiers de police. Les esprits s'échauffent, le joug verbal, aussi virulent que jusqu'au boutiste, les membres du Manidem distribuent leurs journaux et les policiers les récupèrent entre les mains des bénéficiaires de fortune. C'est en file indienne et toujours dans la bousculade verbale que les hommes politiques et les policiers amorcent la montée nouvelle d'Eido sous haute escorte des curieux. Que cache ce journal? Pour qui est-il destiné? Et pour quel but? Dieudonné Yebga perce le mystère. Nous avons fait un communiqué demandant à M. Biya de ne plus se représenter. Ce communiqué a été relayé par tous les journaux et nous avons donc pensé qu'il y a un certain nombre de Camerounais qui n'ont pas la capacité d'acheter un journal. On a donc imprimé ce même message que nous sommes en train de distribuer à tous les Camerounais. Malheureusement, la police est venue arracher pour ceux qui l'avaient déjà reçu et nous intimider, mais nous disons que ça va continuer. La police ne bouscule personne mais continue d'arracher les journaux entre les mains des riverains qui ont juste le temps de s'évader discrètement pour prendre connaissance du contenu. Si le nom est au cœur des écrits du Manidem, que propose-t-il comme issue de sortie? Nous l'avons dit, nous l'avons redit, nous disons à M. Biya que nous l'aimons bien, nous aimons notre pays, mais qu'il ne se représente plus. C'est là le message. Et ce qu'il peut faire pour les Camerounais, c'est d'organiser des assises nationales pour que tous les Camerounais pensent ce que nous voulons du Cameroun, qu'on revoie le code électoral et qu'on organise des élections libres et transparentes. Le spectacle est désolant pour Anissé Kane qui utilise un ton dur et révolutionnaire tout en réitérant la trajectoire que va poursuivre cette autre action du Manidem. Les régimes sont en fin de règne. Il y a les élèves, vous voyez, tous ceux qui se déshabillent maintenant devant Biya. L'autre enlève le soutien, l'autre enlève le caleçon pour que Biya se représente. C'est pitoyable, voilà. C'est tout ce que je veux dire. Mais ce régime va tomber tôt ou tard. Vendredi, on a Yaoundé. Même scénario. Samedi, on a Bafoussam. Et on va continuer à distribuer le premier jet des 100 000 tracts que nous avons étudiés. La route est longue pour cette initiative qui n'a aucune garantie de succès. Tout de même, le Manidem a déposé le 2 février 2016 dans les services du gouverneur de la région du littoral une correspondance demandant au président de la République de ne pas suivre les appels à candidature de certains de ses camarades de parti. Coopération Cameroun-Banque africaine de développement, la 37e revue trimestrielle examine les projets financés par la BAD au Cameroun. Le portefeuille de la Banque africaine de développement se porte mal au Cameroun. Cette affirmation est du directeur général de la coopération et de l'intégration régionale au ministère de l'économie, Charles Assamba Andogo. C'était à l'ouverture des assises de la 37e revue trimestrielle consacrée à l'examen de l'état de coopération entre le Cameroun et la BAD. Le point avec Salomon Foué, Marcel Bondaben, Donna Le portefeuille de la Banque africaine de développement au Cameroun
est caractérisée par des retards importants tant au niveau de la réalisation du premier décaissement des prêts et dons qu'au niveau de l'exécution des opérations sur le terrain. Ce constat de Charles Assamba Ongodo, le directeur général de la coopération et de l'intégration régionale au ministère de l'économie, est conforté par la vision de Racine Kane, le représentant résident de la BAD au Cameroun, qui fait mention de plusieurs pesanteurs au rang desquels le démarrage tardif des projets, la faible mobilisation des fonds de contrepartie par le Cameroun et les longs délais de passation des marchés. Cette déclaration, qui filtre des assises de la 37e revue trimestrielle des agences d'exécution des projets financés par la BAD au Cameroun, traduisent à suffisance le malaise qui caractérise la coopération entre la Banque africaine de développement et le Cameroun. De l'avis du ministère camerounais de l'économie, cette situation a affecté dans une certaine mesure la qualité du portefeuille de la BAD avec un taux de décaissement médiocre, une tendance à la hausse des projets âgés, un niveau quasi stable des projets à problème et un niveau des projets à risque qui reste relativement élevé. Ce sont des revues trimestrielles qui ont pour objet de voir les difficultés auxquelles font face l'exécution des différents projets du portefeuille. Et parmi ces difficultés, ce que nous notons, c'est des problèmes liés à la qualité à l'entrée de nos opérations, des problèmes liés aux longues procédures, mais également des problèmes liés à la réception tardive des demandes de décaissement. Pour améliorer la qualité de ce partenariat et optimiser l'impact de cette coopération pour le bien-être des populations, les coordonnateurs des projets, les membres des cellules d'exécution et les responsables de la BAD vont pour l'occasion revisiter la moitié des 22 projets financés dans le cadre de la coopération bilatérale Cameroun-Banque africaine de développement pour une enveloppe globale de 616 milliards de francs CFA. Urbanisation et habitat, les fruits de la visite au Cameroun du sous-secrétaire général de l'ONU et directeur exécutif de l'ONU Habitat, Juan Clos. Le Cameroun a été invité à participer à la conférence mondiale Habitat 3 qui se tiendra du 17 au 20 octobre 2016 à Quito en Équateur. Les autorités politiques ont été sensibilisées sur les nouveaux enjeux et bénéfices d'une urbanisation maîtrisée et durable, et le Cameroun va bénéficier d'un appui de l'organisation onusienne en vue de la mise en place d'une politique urbaine nationale. Mieux encore, un accord de contribuer financièrement d'un montant de 114 millions de francs CFA a été signé pour les études d'aménagement du corridor urbain des abords de l'autoroute Yaoundé-Simalène. Reportage. Arrivé à Yaoundé le 15 février 2016 sur l'invitation du chef de l'État, Dr Juan Clos a quitté Yaoundé ce 17 février 2016. Une visite meublée de séances de travail au ministère de l'Habitat et du Développement urbain, audience au ministère des Relations extérieures, au ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, au FECOM et à la primature. Au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Louis Pomotazé, le patron des lieux, et Juan Clos ont procédé le 16 février à la signature de l'accord de contribution financière d'un montant de 114 millions de francs CFA pour les études d'aménagement du corridor urbain des abords de l'autoroute Yaoundé-Simalène. Par ce document, l'ONU Habitat s'engage à accompagner le Cameroun pour l'élaboration des plans des secteurs aux abords de l'autoroute Yaoundé-Simalène dans les communes de Yaoundé 4e, Mfou et Bikok. Par la suite, Juan Clos a été conduit au quartier de construction des logements sociaux à Olembe. Dans l'après-midi du 16 février au Yaoundé Hilton Hotel, le sous-secrétaire général de l'ONU et directeur exécutif de l'ONU Habitat a assisté au lancement de la formulation de la politique urbaine nationale. Il a également proposé au Cameroun, qui compte actuellement plus de 22 millions d'habitants avec plus de 12 millions vivant en ville, de créer davantage de services de base et d'annuler les programmes financiers de communes, saluant au passage le plan d'urbanisation qui est un facteur de développement durable tel qu'annoncé dans l'agenda 2030 du développement durable dans son objectif 11. Rappelons que la coopération entre le Cameroun et l'ONU Habitat date de 2003. C'est en début d'après-midi de ce 17 janvier que Juan Clos a quitté le Cameroun. Restons toujours dans le développement urbain, mais cette fois-ci à Douala, capitale économique du Cameroun. Les programmes plans directeurs d'urbanisation et plans d'occupation des sols sont dans leur phase d'information et de sensibilisation et de répression. Une entreprise en somme prestigieuse sur un trajet intimidant. Au regard de ces défis à relever, Josué Gongan et Colombe Catal. Plan directeur d'urbanisme et plan d'occupation des sols, des prestigieuses initiatives imprégnées des grands défis.
Deux programmes qui rentrent dans la mise en œuvre de la politique de développement urbain de la ville de Douala. Il est exaltant de se représenter la phase finale de ce projet. Pourtant, sans insinuer une utopie, sa réalisation laisse entrevoir un parcours laborieux dans un contexte marqué par l'anarchie. La communauté urbaine de Douala a lancé avec l'appui des communes d'arrondissement une grande campagne de sensibilisation et d'information, laquelle campagne aura sans doute pour dénouement la répression. Et si le service qui s'occupe de ce drainage va casser les maisons, est-ce que nous allons empêcher qu'on casse les maisons? Nous ne pouvons pas empêcher que les gens souffrent à cause de nous. S'il arrive qu'on va casser, bon, on casse. Si on peut nous rémunérer, le Cameroun est sécurisé. Bon, si on ne peut pas, on va rentrer au village. Une sensibilisation qui semble ne pas être à tous les niveaux de compréhension. J'ai suivi ce programme, je ne sais pas à quoi ça va laisser. Dans ce plan, aucune information ne circule. Si elle circule, peut-être c'est dans les bureaux, mais la population, pas du tout. Il en ressort donc de ce constat qu'il est difficile, voire impossible à une catégorie de personnes non quantifiables de savoir se référer aux documents urbains de planification publiés par la communauté urbaine de Douala fixant des règles de construction. Ils sont ignorants des actes tels que certificat de conformité, permis de construire, autorisation de lotir entre autres. Résultat des courses, des nouvelles perspectives de construction anarchiques. D'autre part, les difficultés se présentent dans l'impossibilité de l'homogénéité des constructions dans une métropole où les différences sociales sont notoires. Dans la recherche d'un abri, il serait tentant pour le flux de la population d'Iguerpi d'occuper à nouveau des drains. En ce qui concerne des actions en cours visant à améliorer l'éclairage public et la circulation dans certaines routes, il serait judicieux d'envisager à long terme des remparts contre des actes éventuels d'incivisme. Santé, capitalisation des formations sur la lutte contre la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH et de l'épuisement professionnel des personnels soignants. La rencontre a eu lieu ce 17 février à Douala, une initiative de la synergie des sciences sociales et humaines. Il était question au thème de la sensibilisation de présenter aux participants l'impact de ces formations sur le comportement des personnels soignants. Reportage Éric Tucheux, Benoît Dormou. Au commencement était la sensibilisation des responsables de santé sur ces problématiques qui compromettent l'atteinte des résultats de lutte contre le sida. La fin de cette sensibilisation sera marquée par l'entrée en scène des formations initiales qui verront la participation de 20 personnels dans la catégorie épuisement professionnel et 45 autres pour la stigmatisation. Recensés dans 14 formations sanitaires dans la région du littoral, les personnels retenus pour ce recyclage avaient pour mission préalable de sensibiliser à leur tour leurs collègues suivant les enseignements reçus lors des formations passées. L'approche novatrice que nous avons essayé d'implémenter, qui a consisté, au lieu d'être coercitif, d'accompagner, de renforcer le personnel, susciter la prise de conscience du problème, les accompagner dans le changement de comportement est une approche qui marche. Il ressort également que la stigmatisation et la discrimination des personnes vivant avec le VIH-Sida en milieu hospitalier peut aussi être la conséquence de l'épuisement professionnel. Le VIH est une maladie au long cours, contrairement aux autres pathologies aiguës. Dès que vous intégrez une unité de prise en charge ou un centre de traitement à agréer, le but est de vous garder ce traitement le plus longtemps possible. Donc, au fil des jours, la charge de travail augmente naturellement pour ces soignants. L'on a également des conditions difficiles dans lesquelles les personnels soignants travaillent, souvent la mauvaise qualité de relation entre les équipes de soins, les problèmes personnels. Donc, tous ces facteurs peuvent générer du stress qui, non contrôlé sur une période très longue, peut conduire le personnel soignant à l'épuisement professionnel. La synergie des sciences sociales et humaines, association à but non lucratif basée à Douala, a pour mission de promouvoir l'expertise et la contribution des sciences sociales et humaines dans la résolution du problème de développement social et humain. À présent, la page étrangère, c'est avec l'AFP. Ouverture d'un sommet européen crucial pour garder Londres dans l'UE. Les dirigeants européens vont tenter d'ici demain de trouver un compromis qui permette au Premier ministre britannique David Cameron de défendre le maintien de son pays dans l'Union lors du référendum qui est prévu au printemps. L'autre sujet de discorde au menu est la crise migratoire. L'attentat d'hier en plein cœur d'Ankara a fait au moins 28 morts. Selon le gouvernement turc, il a été commis par un Syrien et planifié par le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan,
ainsi que par des milices kurdes de Syrie. 9 arrestations ont eu lieu et l'aviation turque a bombardé des objectifs du PKK en Irak. Le gouvernement n'exclut pas de recourir au 49.3 sur la réforme du travail. C'est ce qu'a sous-entendu la ministre Myriam El Khomri à propos d'un texte qui doit permettre de faciliter les licenciements et de déroger aux 35 heures par accord d'entreprise. Ce devrait être l'une des dernières réformes du quinquennat. C'est une visite sanitaire de routine qui a très mal tourné. En Aveyron, une conseillère agricole a été tuée par un éleveur. L'homme de 47 ans, qui dirige une ferme laitière à une vingtaine de kilomètres de Rodez, a été placé en garde à vue. Ses premières déclarations ne permettent pas de faire le lien avec le malaise que traverse le monde agricole. Paris rêve d'organiser en 2024 des Jeux pour tous. C'est la philosophie de son projet dévoilé hier, faire le lien entre des sites mondialement connus comme la Tour Eiffel ou les Champs-Élysées et la Seine-Saint-Denis, département jeune et cosmopolite. La force d'un rêve, tel est le slogan de la candidature de Paris qui va affronter Los Angeles, Rome et Budapest. Fin du journal et bonne suite des programmes sur Canal 24.